On voit ainsi s'éclairer l'élément lumineux dans lequel communiquant de plein droit langage et connaissance, discours bien fait et savoir, langue universelle et analyse de la pensée, histoire des hommes et science du langage. Même lorsqu'il était destiné à la publication, le savoir de la Renaissance se disposait selon un espace clos. L'Académie était un cercle fermé qui projetait à la surface des configurations sociales la forme essentiellement secrète du savoir. C'est que savoir avait pour tâche première de faire parler des sigles muettes. Il lui fallait en reconnaître les formes, les interpréter et les retranscrire en d'autres. En d'autres traces qui à leur tour devaient être déchiffrées, de sorte que même la découverte du secret n'échappait pas à cette disposition en chacun qui l'avait rendue à la fois si difficile et si précieuse. À l'âge classique, connaître et parler s'enchevêtrant dans la même trame. Il s'agit pour le savoir et pour le langage. Se donner à la représentation des signes par lesquels on puisse la dérouler selon un ordre nécessaire et visible. Quand il était énoncé, le savoir du XVIe siècle était un secret mais partagé. Quand il est caché, celui du XVIIe et XVIIIe siècle est un discours au-dessus duquel on a ménagé un voile. C'est qu'il est de la nature la plus originaire de la science d'entrer dans le système des communications verbales et de celle du langage d'être connaissance de son premier mot. Parler, éclairer et savoir sont, au sens strict du terme, du même ordre. L'intérêt que l'âge classique porte à la science, la publicité de ces débats, son caractère fortement exotérique, son ouverture au profane, l'astronomie fontanelisée, Newton lu par Voltaire, toutes
Ceci n'est sans doute rien de plus qu'un phénomène sociologique. Il n'a pas provoqué la plus petite altération dans l'histoire de la pensée, pas modifié d'un pouce le devenir du savoir. Il n'explique rien, sauf bien sûr au niveau doxographique où, en effet, il faut le situer. Mais sa condition de possibilité, elle est là, dans cette appartenance réciproque du savoir et du langage. Le 19e siècle, plus tard, la dénouera et il lui arrivera de laisser l'une en face de l'autre un savoir refermé sur lui-même et un pur langage devenu en son être et sa fonction énigmatique. Quelque chose qu'on appelle, depuis cette époque littérature, entre les deux se déploieront à l'infini les langages intermédiaires, dérivés, ou si l'on veut déchus, du savoir aussi bien que des œuvres. On considère, par exemple, Warburton, essai sur les hiéroglyphes, que le savoir des anciens et surtout des Égyptiens n'a pas été d'abord secret puis public, mais que d'abord bâti en commun. Il fut ensuite confisqué, masqué et travesti par prêtres. L'ésotérisme, loin d'être la forme première du savoir, n'en est que la perversion. Parce qu'il est devenu analyse et ordre, le langage noué avec le temps des rapports jusque-là inédits. Le XVIe siècle admettait que les langues se succédant dans l'histoire et pouvaient s'y engendrer l'une l'autre. Les plus anciens étant les langues mères, de tout le plus archaïque, puisque c'était la langue de l'Éternel quand il s'adressait aux hommes. L'hébreu, passé pour avoir donné naissance au syriaque et à l'arabe.
Puis venait le grec dont le copte était issu ainsi que l'égyptienne. Le latin avait dans sa filiation l'italienne, l'espagnol et le français. Enfin, de teutonique, dérivant l'allemand, l'anglais et le flamand. À partir du XVIIe siècle, le rapport de langage au temps s'inverse. Celui-ci ne dépose plus les parler à tour de rôle dans l'histoire du monde. Ce sont les langages qui, déroulant les représentations et les mots selon une succession, dont eux-mêmes définissent la loi. C'est par cet ordre interne et l'emplacement qu'elle réserve aux mots que chaque langue définit sa spécificité, et non plus par sa place dans une série historique. Le temps est pour le langage son mode intérieur d'analyse. Ce n'est pas son lieu de naissance. De là le peu d'intérêt que l'âge classique a porté à la filiation chronologique au point de nier, contre toute évidence. C'est de la nôtre qu'il s'agit, la parenté de l'italien et du français avec le latin. À de telles séries qui existaient au XVIe siècle et réapparaîtront au XIXe siècle, où substituent des typologies, et ce sont celles de l'ordre. Il y a le groupe des langues qui plaçant d'abord le sujet dont on parle, puis l'action qui est entreprise ou subie par lui. Enfin, les gens sur lesquels il l'exerce. Témoins, le français, l'anglais, l'espagnol. En face, le groupe des langues qui font précéder tantôt l'action, tantôt l'objet, tantôt la modification ou la circonstance. Le latin, par exemple, ou l'esclavon, dans lequel la fonction du mot n'est pas indiquée par sa place, mais sa flexion. Enfin, le troisième groupe est formé par les langues mixtes, comme le grec ou le teutonique, qui tiennent des deux autres ayant un article et des cas. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas la présence ou l'absence des flexions qui définit pour chaque langue l'ordre possible ou nécessaire de ces mots.
C'est l'ordre comme analyse et alignement successif des représentations qui forment le préalable et prescrit d'utiliser des déclinaisons ou des articles. Les langues qui suivent l'ordre de l'imagination et de l'intérêt ne déterminant pas de la place constante pour les mots. Ils doivent le marquer par des flexions. Ce sont les langues transpositives. Si en revanche elles suivent l'ordre uniforme de la réflexion, il leur suffit d'indiquer par un article le nombre et le genre des substantifs. La place dans l'ordonnance analytique a en elle-même une valeur fonctionnelle. Ce sont les langages analogues, les langues s'apparentant et se distinguant sur le tableau des types possibles de succession. Tableau qui est simultané, mais qui suggère quelles ont été les langues les plus anciennes. On peut admettre en effet que l'ordre le plus spontané, celui des images et des passions, a dû précéder le plus réfléchi, celui de la logique. La détection externe est commandée par les formes internes de l'analyse et de l'ordre. Le temps est devenu intérieur au langage. Quant à l'histoire même des langues, elle n'est plus corrosion ou accident, introduction, rencontre et mélange d'éléments divers. Elle n'a ni loi, ni mouvement, ni nécessité propre, comme la langue grecque, par exemple, est-elle formée. Ce sont des marchands de Phénicie, des aventuriers et Phrygie, de Macédoine et d'Illyrie, des Galates, des Scythes, des bandes d'exilés ou des fugitifs qui chargeront le premier fond de la langue grecque, de temps d'espèces de particules innombrables et de temps de dialectes. Quant au français, il est fait de noms latins et gothiques, de tournures et de constructions galloises, d'articles et de chiffres
arabes, de mots empruntés aux Anglais et aux Italiens à l'occasion des voyages, des guerres ou des conventions du commerce. C'est que les langues évoluent par l'effet des migrations, des victoires et des défaites, des modes, des échanges, mais non point par la force d'une historicité qu'elles détiendraient d'elles-mêmes. Elles n'obéissent à aucun principe interne de déroulement. Ce sont elles qui déroulent le long d'une ligne les représentations et leurs éléments. S'il y a pour les langues et temps qui est positif, il ne faut pas la chercher à l'extérieur, du côté de l'histoire, mais dans l'ordonnance du mot, au creux du discours. On peut circonscrire maintenant le champ épistémologique de la grammaire générale, qui est apparue dans la seconde moitié du XVIIe siècle et s'est effacée dans les dernières années du siècle suivant. Grammaire générale n'est point grammaire comparée. Les rapprochements entre les langues, elles ne les prennent pas pour objet. Elles ne les utilisent pas comme méthode. C'est que sa généralité ne consiste pas à trouver des lois proprement grammaticales qui seraient communes à tous les domaines linguistiques et feraient apparaître en une unité idéale et contraignante. La structure de toute langue possible. Si elle est générale, c'est dans la mesure où elle entend faire apparaître, au-dessus des règles de la grammaire, mais au niveau de leur fondement, la fonction représentative du discours. Que soit la fonction verticale qui désigne une représentée au ciel, horizontale qui le lie sur le même mode que la pensée, puisqu'elle fait apparaître le langage comme une représentation qui en articule une autre. Elle est de plein droit général, ce dont elle traite, c'est du dédoublement intérieur de la représentation. Mais puisque cette articulation peut se faire de bien des manières différentes, il y aura
paradoxalement divers grammaires générales, celle du français, de l'anglais, de latin, de l'allemand, etc. La grammaire générale ne vise pas à définir les lois de toutes les langues, mais à traiter à tour de rôle chaque langue particulière comme un mode d'articulation de la pensée sur elle-même. En toute langue prise isolément, la représentation se donne des caractères. La grammaire générale définira le système d'identité et de différence que supposons et qu'utilisant ces caractères spontanés. Elle